Il est redouté par certains, défendu par d'autres. Le doute. Redouté est le doute parce que l'esprit a besoin de vérité. Sa volupté, c'est la science. Toute connaissance est pour lui un plaisir, et ce n'est que dans une certitude entière qu'il peut trouver une entière satisfaction. Défendu est le doute comme discipline, en ce qu'il amène à l'examen, et l'examen la lumière. Si la tentation est grande de bannir le doute du monde juridique, force est néanmoins de constater que le juriste est familier de la zététique. À travers ses recherches constantes de vérité et de certitude, il cultive l'art du doute. L'homme de droit côtoie le doute. Jean-François Césarot a, en ce sens, démontré dans ses travaux relatifs au doute en droit privé que tant que les lois seront incertaines, tant que les hommes seront indécis, le droit n'échappera pas à l'emprise du doute. Le droit accueille ainsi le doute et y réagit. En droit civil, des réactions classiques face au doute se découvrent. Des dispositions organisent en ce sens l'interprétation du contrat. D'autres posent des présomptions de propriété en droit des régimes matrimoniaux, ou encore des présomptions de volonté en droit des libéralités. Le droit civil réagit ainsi à l'incertitude portant sur l'existence d'un fait, la valeur d'une preuve, le sens d'un mot ou d'un texte, la justesse d'un raisonnement ou encore la justice d'une solution. Cette acception du doute est néanmoins insuffisante pour rendre compte de l'étendue de sa prise en compte en droit civil. Le doute, c'est également un état d'esprit, une sensation, une intuition, une inquiétude, un soupçon, voire un manque de confiance en quelqu'un. À côté des traditionnelles interrogations, le doute de qui et sur quoi et pourquoi, il faut ainsi ajouter le doute sur qui. Le doute peut en effet porter sur quelqu'un. L'objet du doute est alors un sujet de droit, cet autre que soi avec lequel j'envisage d'être lié, ou avec lequel je suis lié juridiquement. Les propriétés de cette typologie de doute se distinguent alors du doute portant sur quelque chose. Celui qui doute de quelque chose est dans l'incertitude pour ce qui concerne un fait, une réalité, une interprétation. L'état des choses est néanmoins statique, figé. Le doute a une dimension principalement objective, il existe une vérité à laquelle il faut accéder. A l'inverse, celui qui doute de quelqu'un est confronté à un doute dynamique, mouvant, instable, parce que lié à l'être et à l'âme. Pour le sujet qui doute, l'incertitude évolue au gré de ses états d'âme et de ses sentiments, de ses expériences et de ses attentes. Pour le sujet du doute, chaque comportement, parole, donnée, peuvent à tout instant accroître ou dissiper le doute. La certitude acquise hier ne porte donc pas en elle la promesse d'une certitude du lendemain. Il n'est pas une vérité, mais des vérités, tributaires des élans du cœur et des comportements individuels. Le doute recouvre alors une dimension nouvelle, davantage subjective et d'ordre relationnel, qui semble étrangère au premier abord au droit civil. Bien que particulièrement exposé au doute d'ordre relationnel, le droit civil commanderait a priori sa disparition. Le droit civil regroupe en effet l'ensemble des règles relatives aux personnes, aux biens, à la famille, aux obligations ou encore aux contrats spéciaux. Donc l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les sujets de droit. Aussi, cette branche du droit est-elle plus particulièrement disposée à rencontrer cette manifestation relationnelle du doute. La méfiance, la réserve, voire la suspicion, pouvant perturber les relations juridiques entre les hommes. Sa réception apparaît pourtant limitée. Le doute n'est-il pas, en effet, naturellement banni du cercle conjugal ou familial? La vie des affaires n'est-elle pas axée sur un puissant rapport de confiance? L'engagement repousse l'incertitude. La relation se construit à mesure que le doute s'évapore. Le droit civil le rejette donc parce qu'il fragilise, il obscurcit la relation de droit née ou à naître. Cette asphyxie se vérifie d'ailleurs par les phénomènes de contractualisation du droit de la famille et d'essor des modes alternatifs de règlement des différends. Le doute est censé reculer, pour ne pas dire s'effacer, au nom de la pacification des rapports, de la stabilité des liens de famille, ou encore de la force obligatoire du contrat. La confiance innerve ainsi le droit civil. Or, le doute porte en lui une accusation, témoigne d'un désamour. Il n'aurait dès lors pas sa place en la matière. C'est pourtant là, mésestimé, l'aspect interindividuel des relations juridiques régies par le droit civil. La liberté contractuelle et ses déclinaisons, comme la liberté matrimoniale par exemple,
implique une liberté de choix du partenaire juridique, laquelle incline à admettre tant la présence que l'importance du doute relationnel en droit civil. La présence du doute relationnel en droit civil est la suite logique et nécessaire de la liberté de choix du contractant, laquelle dénonce l'existence systématique de l'intuitus personae. Il est d'abord des contrats intuitu personae par essence, comme le mandat, les contrats de société ou les garanties personnelles. Pour ces contrats, la considération de la personne est déterminante de l'engagement. L'intervention du contractant est essentielle en ce qu'elle constitue soit l'objet, soit la cause du contrat. Il est ensuite une part minime d'intuitus personae dans toutes les autres formes de contrat. L'engagement n'est, en effet, pas nécessairement une opération aveugle. Au contraire, la liberté de choix du contractant appelle une considération minimale pour l'autre partie au contrat. Puis-je me fier à cette personne et m'engager auprès d'elle? M'inspire-t-elle confiance? Aussi, à côté des acceptions classiques, il est une autre façon de considérer l'intuitu personae en y voyant une marque de confiance particulière entre les co-contractants. Or, il n'y a pas d'engagement sans confiance ou, du moins, sans marque de confiance, donc sans considération, même à minima, de la personne à l'égard de laquelle l'engagement est pris. Cette seule considération suffit pour justifier la présence du doute d'ordre relationnel et rendre compte de son importance dans les affaires qui touchent au droit civil. Que le contrat soit plus ou moins sensible à l'intuitu personae, l'étape de la sélection, du choix du partenaire juridique appelle le doute. Le contrat, serait-il réel ou unilatéral, crée un lien personnel entre les parties axé sur la confiance qu'elles se portent mutuellement. Or, la négligence ou l'exclusion du doute au stade de la formation de l'acte chasse la confiance parce que la liberté de choix du contractant est biaisée. Ce n'est alors pas le doute en lui-même qui paralyse ou fragilise la relation, mais bien l'indifférence qui lui est témoignée. Le succès de la relation devient périlleux parce que construite sur un rapport de défiance ou de méfiance non résolu. Aussi, le doute s'inscrit-il dans le cheminement logique du processus contractuel, y compris en famille. En revanche, une fois l'engagement scellé, le doute doit reculer au nom du lien de confiance entre les co-contractants. En définitive, douter de l'autre n'est pas une hérésie en droit civil, dès lors que ce doute se manifeste au bon instant. Avant l'engagement, il faut le cultiver pour construire le lien de confiance. Après, il faut le neutraliser pour respecter ce lien de confiance. Avant l'engagement, le doute est impulsé par deux formes de peur, celle de s'engager et celle de mal s'engager. Que l'incertitude soit brève ou durable, il n'y a là qu'une étape classique de la prise de décision. Dans le prolongement de la pensée de Descartes, la nature et le caractère constructif du doute sont en effet établis en droit. Le doute est à la fois une condition de la décision et un obstacle à celle-ci. Bien accueilli, le doute aide en effet à l'action du sujet de droit. La confiance s'établit parce que les doutes ont été levés. Ignoré, le doute paralyse ou altère en revanche le jugement. La confiance est écartée ou faussée parce que les inquiétudes n'ont pas été écoutées. Or, la confiance est à la base de l'engagement et détermine son succès. C'est pour cette raison que le doute doit être cultivé de façon à s'engager malgré la présence du doute d'une part, pour s'engager sans l'ombre d'un doute d'autre part. Ainsi, la culture du doute au temps de la naissance de l'engagement se manifeste tant par sa traduction que par son introduction dans l'engagement. Celui qui doute de son contractant, mais qui veut malgré tout s'engager avec lui à raison de l'objet de l'acte, ne trouvera pas toujours dans l'alternative s'engager ou ne pas s'engager avec lui satisfaction. Le doute risque alors de freiner l'activité juridique. Pour éviter cette paralysie, il faut en réalité que le doute puisse être traduit juridiquement en sorte de rassurer la partie méfiante. Le doute de l'autre est dès lors considéré tantôt à travers la nature de l'acte, tantôt par l'aménagement de son contenu. Des actes, sous couvert de rapports de confiance, peuvent en réalité répondre, directement ou indirectement, à un doute d'une partie sur l'autre. L'objet direct de certains actes est de remédier au doute attaché au sujet de droit. Il en va ainsi des sûretés personnelles ou réelles. Ces engagements répondent au doute qu'a le créancier dans la capacité de son débiteur à répondre de son obligation. Ce doute peut reposer sur des éléments objectifs et vérifiables, d'ordre économique et comptable.
Il peut aussi émerger d'un manque de confiance en la parole même du débiteur. Le « il le peut » se heurte alors au « il le veut ». Cette part de psychologique, dans la parfaite exécution de l'engagement, explique alors le doute et motive la réaction par le droit. Des actes apportent encore une réponse immédiate à l'existence d'un doute sur l'autre parce qu'ils permettent, de manière subsidiaire, d'exprimer juridiquement une méfiance. Il en va ainsi du contrat de mariage, parfois présenté comme un symbole de méfiance d'un époux à l'égard de son conjoint. Il peut également en aller des libertés graduelles, possible réponse au doute du donataire quant à l'identité du gratifié. Il n'y a là que quelques exemples permettant au doute de s'exprimer par l'acte, et donc de faciliter la prise de position. Les aménagements contractuels de l'acte y président encore. En effet, l'aménagement du contenu de l'acte est une voie d'expression du doute sur l'autre. Les clauses dites menaçantes, telles les clauses pénales ou les clauses résolutoires, permettent en ce sens à un co-contractant d'intégrer dans le contrat le risque d'inexécution. Or, cette crainte de l'inexécution peut résulter de la personne même du contractant, inspirant méfiance et invitant à davantage de précautions. Le droit civil ne peut ainsi ignorer le doute d'ordre relationnel, sauf à prendre le risque de paralyser l'activité juridique. Il accueille au contraire ces incertitudes et les intègre à l'acte. Le doute devient un élément du tissu juridique. Cette insertion est heureuse parce que le doute aide à la décision et consolide la relation. S'engager malgré le doute ou au-delà du doute, c'est en effet décupler sa confiance à l'égard du sujet du doute. Parce que bénéfique, le doute s'introduit alors logiquement au temps de l'engagement pour aider à la prise de la bonne décision. Est-il nécessaire de douter pour s'engager? Pour René Sève, le doute n'est pas nécessairement passif, ni négatif. Il peut être actif et positif. En droit civil, le doute se présente comme une étape utile à la vérification de la volonté de s'engager avec telle ou telle personne. Le lien contractuel se forge alors à mesure que le doute se lève, consolidant la confiance subjective, établissant la confiance objective. Le doute s'introduit ainsi au temps de l'engagement, soit que sa présence est stimulée, soit que son absence est sanctionnée. La présence du doute est parfois négligée par celui qui s'engage. Le doute a de quoi effrayer parce qu'il pourrait conduire à l'échec du processus contractuel. Pourtant bénéfique, le doute ne doit donc pas être ignoré. Le législateur cherche alors à le stimuler en mettant les co-contractants dans des conditions propres à laisser leur doute émerger. L'un des meilleurs moyens de laisser le doute faire son œuvre est de laisser du temps aux contractants pour mûrir leur relation. À côté des clauses de dédit, aménagements contractuels permettant de traduire le doute, les délais légaux de réflexion ou de rétractation envisagés notamment à l'article 1122 du Code civil forcent le doute et aident à l'établissement d'un lien de confiance. Dans ce prolongement, les périodes d'essai permettent de conforter le choix des contractants, leur finalité étant d'apprécier à l'expérience si le contrat leur donne satisfaction, donc de lever leurs éventuels doutes, l'un à l'égard de l'autre. En accordant également du temps, la création du lien juridique reste certes en suspens. Or, permettre à l'autre de revenir sur son engagement, c'est nécessairement lui permettre de mettre en doute l'opportunité de l'engagement et, pour ce qui nous intéresse, de douter, voire de se méfier de son co-contractant. Le législateur cherche, par ce procédé, à solidifier le consentement des parties. Si aucune d'elles ne revient sur sa volonté, alors cela signifie qu'elles se font véritablement confiance. Le doute consolide l'engagement. A contrario, son défaut peut fragiliser, voire fausser la relation. Le doute empêché est donc logiquement sanctionné. Celui qui n'a pas été en mesure de douter de l'autre ne peut en effet pas contracter. L'absence de doute est ainsi sanctionnée lorsqu'elle résulte soit d'un empêchement intellectuel, soit de manœuvres de nature à éliminer le doute. Les qualités des co-contractants peuvent annihiler le doute. Le doute est dès lors intellectuellement empêché, soit que le contractant n'ait pas la capacité de douter de l'autre, soit que le doute de l'autre n'apparaisse pas pour légitime. Pour s'engager, il faut en effet être capable, condition de validité classique des engagements, la capacité et l'aptitude d'un sujet de droit à comprendre le sens, la portée, les conséquences de son acte pour y être obligé. C'est donc la faculté d'un sujet de droit à juger de l'opportunité de son acte,
donc la capacité à douter, notamment à douter de l'autre pour flairer l'arnaque. Aussi, celui qui est incapable de douter, parce qu'intellectuellement limité, ne peut contracter. De la même manière est sanctionné l'acte conclu alors que l'une des parties se trouvait moralement empêchée de douter de l'autre. La proximité, la promiscuité, voire l'intimité peuvent exclure la légitimité du doute. La confiance est établie à raison de la qualité de la relation. Le doute est alors moralement empêché, ce qui altère le consentement et la relation contractuelle. La sanction peut alors consister dans la nullité même de l'acte, ainsi vont les incapacités à recevoir à titre gratuit, ou dans l'aménagement du processus contractuel et de ses conséquences. L'article 1360 du Code civil écarte en ce sens l'exigence d'une preuve par écrit en cas d'impossibilité morale de s'en procurer une. De même, l'article 1112-1 du Code civil prévoit une obligation précontractuelle d'information lorsque l'une des parties fait confiance à son concontractant. Si l'objet premier de cette obligation est de chasser le doute sur l'objet du contrat, la référence à la confiance permet surtout de rétablir le doute, paralysé par la qualité de la relation. À mi-chemin entre le doute stimulé et le doute sanctionné, cette obligation permet de faire fi des relations passées pour assurer la force de l'engagement et éviter les sanctions liées à l'absence provoquée de doute. La naissance du doute peut, en effet et enfin, être volontairement paralysée par une partie au contrat. Des manœuvres sont alors déployées pour éviter l'émergence du doute ou pour en canaliser les émanations. Ces stratégies sont condamnées, le consentement vicié par le dol ou la violence, emportant la nullité de l'acte. En somme, douter de l'autre apparaît comme un préalable indispensable, bien que parfois discret, à la naissance de l'engagement. Le droit civil l'accueille donc logiquement, voire accentue sa présence, pour conférer à l'engagement validité et force. Une fois engagé, est-il toutefois encore possible de douter de l'autre? La réponse est assurément positive, le droit n'ayant aucune emprise directe sur les pensées, les sentiments et les sensations. Néanmoins, le doute manifesté au stade de l'exécution de l'engagement est-il accueilli par le droit? Valide, l'engagement est tel une statue d'airain. Il a valeur de loi entre les parties. Engagées, elles ne peuvent plus se dérober à leurs obligations au simple motif qu'elles doutent l'une de l'autre. Au nom de la sécurité juridique, le doute est ainsi neutralisé lorsqu'il est temps d'exécuter l'engagement. La force obligatoire du contrat rayonne en effet. Pacta sunt servanda. Dès lors, seule la réalisation du risque, donc la confirmation du doute, enclenchera la réaction du droit pour respecter la volonté des parties. L'ignorance classique du droit face au doute est ainsi nuancée par sa prise en compte exceptionnelle lorsqu'il gagne en pertinence. Au stade de l'exécution, la force obligatoire du contrat prime le doute persistant comme naissant. Celui qui s'est engagé malgré l'existence d'un doute sur l'autre a pris un risque qu'il doit assumer. Il ne peut dès lors arguer de la méfiance que continue de lui inspirer son contractant pour revenir sur son engagement. Pour cause, l'engagement, scellé par le consentement, a désormais valeur de loi entre les parties. En conséquence, celui qui s'est engagé malgré sa méfiance a accepté le doute et le risque qui l'accompagnait. Son erreur n'est pas excusable, il est en réalité trop tard. De la même façon, les principes gouvernant la théorie générale du droit des obligations ignorent le doute né au cours de l'exécution de l'engagement. Les seules pertes de confiance et crises de confiance non corroborées par des faits laissent par principe la relation contractuelle intacte. La sanction de la relation contractuelle suppose en effet la certitude. Le seul doute, la seule intuition, le seul soupçon sont insuffisants pour enclencher une réaction juridique. Il faut des faits de nature à justifier la perte de confiance. Ainsi, la rupture des concours bancaires est justifiée dès lors que la perte de confiance du banquier à l'égard de son client repose sur les manquements de ce dernier à son devoir d'information. De même, la notification unilatérale par un associé de la dissolution de la société n'est pas faite de mauvaise foi et à contretemps, dès lors qu'elle résulte d'une perte de confiance justifiée par l'émission d'un chèque falsifié. En revanche, la seule perte de confiance non accompagnée d'éléments objectifs ne permet pas de mettre un terme au contrat de travail. Ces solutions prudentes ont de quoi surprendre, notamment pour les contrats conclus in tutu personae. Déterminante de l'engagement, les qualités du contractant devraient également autoriser la fin de la relation.
Pourtant, la solution n'est admise que pour le mandat, la révocation du mandataire par le mandant pouvant intervenir à tout moment. Pour les autres contrats, la force obligatoire prime la confiance. Le doute ne doit pas, en effet, devenir une arme contre la sécurité juridique et autoriser un contractant à revenir trop facilement sur son engagement. La parfaite exécution ne peut dépendre des humeurs d'un jour et des élans du cœur. Il faut exécuter l'engagement de bonne foi, ce qui suppose de maintenir sa confiance dans le contractant en l'absence de faits vérifiables et véritables compromettant la relation et la vie juridique. On comprend alors que ni le législateur ni le juge ne souhaitent introduire de l'instabilité dans la relation. Or, il n'y a rien de plus imprévisible que le doute lui-même, notamment lorsqu'il porte sur les qualités d'une personne et qu'il est marqué par la subjectivité. Ce ne sera donc qu'à titre exceptionnel, lorsque le doute gagne en pertinence, donc en objectivité, que le droit réagit. Le doute peut en effet être fondé et partagé. L'évidence du doute exclut alors le doute du doute. En somme, il n'y a pas lieu de douter de la pertinence du doute. Il faut alors réagir en droit, à titre de prévention et non de simple précaution, parce que le doute soit s'affirme, soit se confirme. L'inexécution ou l'inexécution imparfaite peuvent en effet s'annoncer de façon indiscutable. Le doute frôle alors la certitude. Dans cette hypothèse, est-il nécessaire d'attendre la réalisation du risque pour agir ou est-il possible d'anticiper ? Depuis la réforme du droit des obligations de 2016, l'article 1220 du Code civil autorise une partie à invoquer l'exception d'une exécution, dès lors qu'il est manifeste que son co-contractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Autrement dit, le législateur n'exige plus l'inexécution effective, il se satisfait d'une inexécution prévisible, donc d'un fort doute, quant à la réalisation du risque d'inexécution. Cette solution est conforme au droit européen et entérine même une jurisprudence de 1993 qui semblait déjà admettre le simple doute pour enclencher l'exception. Celui qui doute de son co-contractant et qui craint qu'il ne s'exécute pas pourra donc invoquer par anticipation la mesure à raison d'une inexécution probable et prévisible. Il faut néanmoins que le doute soit pertinent et conduise à la démonstration d'une inexécution manifeste, ce qui restreint le champ du processus. En ce sens, des arguments purement subjectifs excluraient l'anticipation. Il faut des éléments de nature à fonder l'incertitude quant à l'exécution de l'obligation. Serait-il attaché à la personne du débiteur ? Le doute peut encore reposer sur des faits vérifiables et vérifiés. Il se confirme alors parce qu'il est possible de prouver sa pertinence. Parce qu'il s'appuie sur une réalité, le doute autorise alors le juge à réagir à titre préventif. Cette prise en compte du doute confirmé se découvre avec acuité dans les affaires familiales. Construites sur une confiance subjective et présumée, ces relations n'appellent pas l'intervention du juge, sauf en cas de risque certain. Par exemple, l'aménagement judiciaire des pouvoirs d'un époux suppose la mise en péril effective de l'intérêt de la famille. Le mode indicatif suggère en effet, à la différence du conditionnel, le rejet d'un aménagement sollicité à raison d'un simple soupçon. Il faut des faits récents, vérifiés et certains, justifiant le doute sur la personne et ses actions futures. Ainsi, la représentation paisible de l'engagement maquille en réalité une réaction singulière du droit civil face au doute relationnel. Lors de la création du lien de droit, le doute est à la fois droit et devoir, parce qu'il participe de l'action juridique et permet aux hommes de se rassembler malgré leurs incertitudes. Pendant l'engagement, le doute doit en revanche s'éclipser au profit de la confiance contractuelle, au nom de la sécurité. Ce n'est que par exception que le doute conduira à l'aménagement de la relation, à titre uniquement préventif. Le traitement du doute ne se fait alors pas contre, mais pour l'engagement. Celui qui doute de l'autre en droit civil ne témoigne alors ni d'une faiblesse, ni d'une fragilité, mais d'une certaine forme de respect de la parole donnée.